Suzière, je suis très heureuse de vous accueillir dans cette maison qui a été la vôtre pendant un temps et qui est toujours un peu la vôtre. La salle, j'aime aussi, je suis aussi ravie que tu te prêtes au jeu d'être le discutant de monsieur l'ambassadeur. Et puis, cette rencontre se fait dans le cadre de la Foire du Livre qui se tient actuellement à Tunis. C'est aussi l'occasion pour nous d'accueillir les états généraux du livre en français qui se tiendront toute la journée demain à l'Institut français avec une table ronde en fin de journée. Et puis, pour vous introduire un peu plus correctement, monsieur l'ambassadeur, je vais appeler un autre ambassadeur, parce que ce soir j'ai la chance d'avoir deux ambassadeurs, donc son Excellence Olivier Poivre d'Arvor. Je vous passe la parole. Voilà. Et merci encore de votre présence. Merci Sophie de nous accueillir dans cette maison. Je suis très heureux que vous soyez ici autour d'Yves Aubin-Lamé-Suzière, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes des amis. Certains évidemment l'ont connu pendant son séjour entre 2002 et 2005, où tu étais ici avec Florence, ambassadeur à Tunis, et puis d'autres ne le connaissent peut-être pas encore, et ils ont cette chance de découvrir un être singulier et qui, notamment à travers des ouvrages, je crois en 2011 chez Serres, Les années Ben Ali, quelques mois après la Révolution, Le monde arabe dans la tourmente, il me semble, non, c'est un monde en... Le Grand Chambardement, il y a maintenant un an chez Plomb, et puis maintenant Profession diplomate, un bon gros livre, c'est-à-dire un livre qui vous occupera et vous fera passer du temps, et avec ce sous-titre Un ambassadeur dans la tourmente. Yves est un ambassadeur dans la tourmente, mais un ambassadeur qui a su, dans sa carrière, à travers sa passion pour la culture, sa passion pour les cultures, pour les langues, pour les civilisations, pour la complexité aussi, pour les engagements, a su, avec beaucoup de bonheur, exercer ce métier. Donc, Yves n'est pas un ambassadeur tourmenté, mais il a aimé, sauf peut-être lors de son dernier poste, car l'Italie, aujourd'hui, ça peut être un poste un peu difficile pour un ambassadeur français. Parfois, on est rappelé par son administration, comme ce fut le cas récemment pour notre ambassadeur, Christian Massé, mais à l'époque, évidemment, le palais Farnèse représentait non pas l'aboutissement d'une très belle carrière diplomatique, mais probablement ce goût de la culture, des arts et des artistes qui fait sa marque de fabrique. On ne naît pas ambassadeur, on ne meurt pas ambassadeur. Certains, dans leur faire part de décès dans les grands journaux français, tiennent à ce titre. En l'occurrence, on est diplomate, et on est probablement diplomate toute sa vie, et on est diplomate parce que c'est un métier, et être diplomate, ça peut être premier secrétaire d'une ambassade, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous qui font ce parcours, comme être conseiller culturel, à l'image de Sophie ici présent, ou d'autres. C'est faire partie d'abord d'un réseau, qui est celui d'un réseau diplomatique, en l'occurrence français, mais aussi de construire ensemble, pour certains des militaires, pour certains des femmes et des hommes qui viennent du ministère de l'économie et des finances, pour d'autres des culturels, pour d'autres des éducateurs, construire un rapport avec le monde, et Yves a su faire ceci. Alors ces postes l'ont conduit évidemment beaucoup au Moyen-Orient, en Jordanie, au Yémen et dans l'Irak sous Saddam Hussein, dans l'Afrique du Tchad, et évidemment dans celle de Tunisie, et puis, comme je le disais, en Italie. Dans ce livre, vous découvrirez ce qu'est un endroit assez magique du Quai d'Orsay, donc du nom de notre maison, qui s'appelle Aénebo, Afrique du Nord, Moyen-Orient. C'est un endroit passionnant, c'est la direction au Quai d'Orsay qui permet de travailler avec un certain nombre... Pardon? Non, j'ai cru... Pardon? Non, mais vas-y. Non, Aénebo, Afrique du Nord. qu'on appelle
parfois qui n'aiment pas trop, disons, la politique menée par les mots, la rue arabe. La rue arabe, voilà. Ça, tu vas le dire. Oui, c'est true, parce que tu veux dire, parce qu'il y a le grand couloir. Oui, il y avait un grand couloir, il y avait la rue européenne, et la voilà. rue arabe, et qui est devenue. On en parlera tout à l'heure, parce qu'on en connaît beaucoup de problèmes. Yves a été aussi, pendant ces dernières années, une fois qu'il a quitté le Quai d'Orsay, mais on savait déjà, et on l'a vu à Tunis, que tout ça était présent en lui, un homme très, très engagé dans sa liberté de parole, et dès 2008, un plaidoyer auprès du gouvernement français pour la création d'un État palestinien. En 2011, une critique très directe de la politique extérieure de la France, où le président Sarkozy, avec un groupe qui s'appelle le groupe Marly, par la voie de tribunes de presse, et puis en 2011, une tribune dans Libération, intitulée « L'Élysée était informé des dérives du système Ben Ali ». C'est vous dire qu'il n'est pas un diplomate d'eau tiède. Il n'a pas cherché, après avoir quitté le Quai d'Orsay, à faire carrière dans les conseils d'administration des grandes entreprises, des pays dans lesquels il avait travaillé, mais il a préféré s'engager, et c'est une de tes marques de fabrique, auprès de la mission laïque française, et aussi auprès du MUSEM comme président, le MUSEM étant ce très beau musée à Marseille, dont Yves nous parlera, s'engager, et notamment auprès de la mission laïque française pour développer un réseau d'établissements important à travers le monde. Voilà, vous avez la chance en tout cas de pouvoir passer du temps avec Yves. Ce soir, moi je vais à des obligations diplomatiques, comme tu sais. On ne fait pas toujours ce qu'on aime faire. Il y a des obligations. Et merci encore de revenir. Merci d'être fidèle. Dans le fond, beaucoup de diplomates passent dans les postes et ne reviennent pas. Et toi, quelque chose montre que tu reviendras toujours à Tunis. Tunis est toujours très heureux, et la Tunisie de te retrouver, évidemment. Merci à toi, Yves. Bonsoir tout le monde. Je voudrais donc relayer, c'est difficile de parler à la suite de monsieur l'ambassadeur Patrick. Olivier Poivre d'Avor. Il a pratiquement tout dit en présentant notre illustre hôte, Yves Aubin de la Messuisière, qui nous présente donc ce soir, profession de diplomate, l'ambassadeur dans la tourmente. Et il était prévu que ce soit notre ami Raja Farhat. C'est Raja qui devait présenter ce livre. Moi, je devais le présenter à Sfax samedi. Et donc, dans la mesure où Raja est souffrant, nous lui souhaitons tous prompt rétablissement. Et le hasard de cette situation fait que je sois dépositaire de l'illustre honneur de le présenter deux fois. Une fois à Tunis et une fois à Sfax. Donc voilà, bienvenue à Yves Aubin de la Messuisière. Je vous prie de bien l'accueillir en l'applaudissant très fort. Je crois qu'il le mérite absolument, et je voudrais qu'on applaudisse également Florence, qui est là, son épouse, à laquelle je voudrais commencer par rendre un hommage particulier, parce que je pense que dans le livre, son nom n'a pas été cité, mais elle est très présente. Elle est très présente à travers la contribution qu'elle a eue en tant qu'interface culturelle un peu partout, où les postes et la profession de diplomate de notre invité a été donc présent. Et cette interface a fait que là où il a été, malgré et en dépit d'un certain nombre de vicissitudes, de difficultés qui sont extrêmement difficiles, eh bien, c'est à travers l'interface culturelle, à travers cette qualité d'artiste, de plasticienne de Madame l'épouse, la conjointe de l'ambassadeur, que des portes ont été ouvertes. Voilà.
Je voudrais d'abord, avant de revenir à différentes pistes qui sont ouvertes dans cet ouvrage, laisser la parole d'abord à notre invité, à M. Yves Aubin de la Bissuisière. Bon, mais merci, merci Monsieur l'ambassadeur, cher Olivier. Alors j'attends ton prochain livre, peut-être pour te présenter, pour te renvoyer le compliment. On sait qu'il y a fort longtemps, lorsque tu étais directeur de l'Institut culturel de Londres, où et je me souviens comment tu l'avais totalement remis en état, en quelque sorte, redynamisé. Puis d'ailleurs, il a été inauguré par le président de la République, Jacques Chirac, à l'époque. Et après, tu as suivi ce parcours et on s'est connus. Et puis, encore de nouveau, ici à Tunis, lorsque, avec Florence et toute une équipe, nous avions monté cette grande exposition dans le parc de la résidence autour de sculptures et de rencontres de sculpteurs, de grands sculpteurs français et tunisiens. Tu dirigeais l'AFA. À un moment, tu te demandais, mais bon, j'apprécie Yves Aubin, mais ceci dit, est-ce que cette exposition a un sens ou fait-il cette exposition pour se faire plaisir? Voilà. Alors, juste puisqu'on en parle, mais après on reviendra, non pas aux choses plus sérieuses, parce que c'est très sérieux, c'est qu'en fait, ce qu'on a mal compris, c'est que cette exposition, il se trouve qu'effectivement, nous avons beaucoup fréquenté les sculpteurs et les artistes dans toute notre carrière, je mets le nous en avant avec Florence, mais le projet était politique. Et puisque vous avez cité Raja Farhat, dans le catalogue, il a fait un très beau texte, Le mur blanc du désir. Et dans la presse, un autre titre, Les murs tombent. Mais c'était une signification par rapport à une France qui se ferme. Et il se posait la question des visas. Et puis cette résidence très fréquentée. Alors maintenant, tu as la chance de pouvoir effectivement y rencontrer tout le monde, ce qui était difficile avant l'époque. Eh bien, c'était pour la première fois, on ouvrait la résidence à tout le public. On faisait la queue. Non pas pour les visas, mais pour voir cette exposition. Et voilà, puis nous avons, on pourra peut-être en parler, puisque nous avons Olivier Brochet ici, qui était dans mon équipe. Nous avons collaboré ensemble ici à Rome. Ben, j'ai fait le même type d'exposition, de rencontre entre artistes, grands artistes, puisqu'il y avait Claude Évêque, il y avait Christian Boltanski, il y avait Cucchi l'Italien, il y avait Koundelis. Et quand c'était une rencontre, le projet était politique, et Prodi, qui était président du conseil, qui ne s'intéressait pas à la création contemporaine, a dit « Mais c'est formidable ce que vous avez fait, monsieur le Vous avez rendu symboliquement le palais Farnèse aux Romains, parce qu'il y a toujours une revendication, parce que c'est le plus beau palais, effectivement. Donc, ben voilà, ça c'était la première introduction. Mais je vais commencer par la fin, puisque tu as parlé de la retraite. Alors, à un moment, puisque quand on avait créé avec plusieurs, le groupe Marly, anonyme, mais je n'étais pas tellement anonyme, et d'autres qui étaient à la retraite pas tellement anonymes, mais avec de jeunes diplomates dont on n'a jamais su le nom. Et ça a rendu que lorsque nous critiquions la politique de Sarkozy, eh bien, il nous a qualifiés, parce qu'il savait qui nous étions, ceux qui ont quelques retraités, ces retraités qui s'ennuient. Alors, moi, le terme retraite, moi je l'ai remplacé, parce que c'est comme en arabe, on dit al-mutaqa'id, c'est-à-dire l'idée de s'asseoir, de rester assis, de ne rien faire. Et la retraite, c'est se retirer du monde. Eh bien, il y a un terme formidable, d'ailleurs j'en parle dans le livre, eh bien, c'est, comme on le dit, la retraite en espagnol, la jubilación. Et c'est-à-dire, et moi j'ai dit, mais non, c'est la jubilation, il y a l'idée d'être heureux, etc. Et effectivement, cette retraite a été très heureuse et très active, comme tu l'as dit, en fait, tu as dit l'essentiel. Et donc, merci à vous aussi d'avoir accepté d'être oui, on dit le discutant, enfin modérateur, en fait discutant c'est très bien. Nous aurons un dialogue entre nous et puis surtout, je l'espère, avec la salle. Mais alors, je voulais, dès le début, parce qu'il peut y avoir un malentendu, beaucoup qualifient, surtout, il y a eu quelques articles plutôt élogieux dans la presse et notamment dans Le Monde, on parle de mémoire. Alors, c'est pas la qualification qui convient, même si ça l'est partiellement. C'est-à-dire, à travers ce livre, et à partir d'une partie de certains épisodes les plus marquants de ma carrière, l'idée c'est d'expliquer la profession de diplomate. Parce que lorsque j'avais présidé le Conseil des Affaires étrangères, alors que j'étais ambassadeur en Italie, donc j'avais cette fonction qui m'amenait d'aller de temps en temps à Paris pour réfléchir sur l'évolution, les réformes que l'on peut faire au Quai d'Orsay avec donc, différentes personnalités. Eh bien, je m'étais aperçu, on s'était aperçu au sein de ce conseil,
que le métier de diplomate n'apparaissait pas formellement dans la nomenclature des métiers de l'État. Ce n'est pas une profession, c'est une situation plus ou moins brillante, on va très bien. Mais alors, disons le déclic, ce qui m'a amené à écrire, d'abord à commencer à écrire, je n'avais pas du tout vocation à écrire des livres, c'est quand effectivement tu as fait allusion au moment de l'émergence des révolutions, d'abord en Tunisie et ensuite en Égypte, le pouvoir politique, donc le président de la République de l'époque, je n'ai pas besoin de le citer, s'en est pris aux diplomates, ouvrez les guillemets, qui n'ont rien vu venir. Alors là, effectivement, j'en ai senti une certaine amertume d'autres diplomates, et j'ai donc écrit une première tribune dans Libération pour dire que l'Élysée était informé. Et ensuite, à la demande de Cérès Éditions, j'ai écrit ce livre, Mes années Ben Ali. Et j'ai eu l'autorisation du Quai d'Orsay de publier, presque in extenso, sauf pour ne pas mettre en cause des personnes, en dehors des responsables politiques tunisiens, et bien de publier 2 télégrammes qui montraient, parce que j'avais une très bonne équipe, j'avais Jean-Pierre Filu comme adjoint, Jean Anoyer qui venait de la recherche. Nous étions 3 arabisants, il y avait un surplus d'arabisants à Alger, il n'y en avait aucun. Bon, ben c'est comme ça, c'était une mauvaise répartition à l'époque, les choses se sont arrangées. Et moi je demandais, et c'est le cœur du métier de diplomate, c'est la réflexion, c'est l'anticipation. Et j'ai restitué ce qu'on appelle les dépêches de fond, parce que la Tunisie, on croyait connaître. La Tunisie, elle nous est si proche. Il y a de telles relations, mais en fait, on ne la connaissait pas si bien. Et alors, j'avais demandé une réflexion prospective. Alors, pour revenir à cette accusation, donc lancée par le président de la République, en 2004, un télégramme dont le titre était « La Tunisie en 2010 ». Alors, on se rapprochait de 2011. Mais bien entendu, on n'a pas vu le scénario tel qu'il s'est déroulé. Mais on disait, ce sera extrêmement difficile pour le régime et pour Ben Ali s'il n'y a pas une ouverture. Et on dénonçait, on décrivait tout le système de prédation, bon, l'absence de liberté, et donc toutes les... Et puis un deuxième télégramme, on disait, au moins dans un premier temps, l'alternance sera islamiste. Parce que Narda est là, elle est dans la clandestinité, à la fois interne et externe, mais ils sont là, ils sont très présents. Et donc, finalement, nous avons eu raison. Et d'autres ambassadeurs, je pense à un autre collègue qui était aussi en Égypte, a vu aussi beaucoup de choses. Voilà, ça c'est une première chose. On pourra revenir ici sur la réflexion, la prospective, le cœur du métier diplomatique. Et l'autre déclic, c'est la très belle bande dessinée qui s'appelle Quai d'Orsay, et qui met en scène un ministre inspiré, Dominique de Villepin, que j'ai assez peu connu comme ministre quand j'étais au début de mon séjour en Tunisie, mais que je connaissais depuis longtemps, parce qu'il avait été directeur adjoint d'Afrique quand j'étais ambassadeur au Tchad. Et alors, ministre inspiré dans les dorures du Quai d'Orsay, et avec un excellent cabinet, enfin tout ça paraissait très brillant, effectivement. Et après, il y a eu le film aussi, Quai d'Orsay. Mais finalement, indirectement, on se moque un peu, disons, des diplomates, ceux qui sont dans les services au Quai d'Orsay, ceux qui sont en poste. Et si cette bande dessinée fait effectivement référence au grand discours de Dominique de Villepin en 2003, et qui a permis d'isoler les Américains, et pour éviter qu'ils aient une résolution du Conseil de sécurité les autorisant à intervenir. Et on est arrivé à les isoler au point, en travaillant disons, auprès des membres non permanents, au point qu'ils n'ont même pas pu déposer leur résolution. Donc on n'a pas eu non plus, parce que Chirac aurait été, je crois, jusqu'au veto. Mais on n'a pas eu déposé, c'est un acte très grave, et je crois que ça aurait été une première, déposer un veto sur une résolution américaine. On les a complètement isolés. Eh bien, ce que je dis, c'est tout le travail qu'on méconnaît des diplomates, tout le réseau diplomatique. Moi, j'étais pas véritablement concerné, parce que j'étais en Tunisie, mais on a eu des démarches à faire, parce que la Tunisie n'était pas membre non permanent. Mais il y avait quelques pays africains, asiatiques et autres, et donc la mobilisation de nos ambassadeurs, du Quai d'Orsay, il y aurait peut-être même tout un livre à faire là-dessus, des centaines de télégrammes et d'échanges de télégrammes que moi je voyais, c'était un travail considérable. Et puis ce discours, c'est très intéressant de voir comment se construit un discours. Ben, ça commence par, on avait un très bon ambassadeur, c'est de la Sablière, qui était ambassadeur auprès des Nations Unies, et première version, deuxième version, la direction aussi
la direction des Nations Unies, la direction ANMO, Afrique du Nord, Moyen-Orient, s'y est mise, et puis aussi, bon ben voilà, donc il y a eu tout ce travail, et qui a débouché sur, et puis il y a eu le style évidemment de Dominique de Villepin. Alors voilà, c'est le deuxième déclic, et puis aussi, c'est le préjugé, là je me permets, parce que ça se fait de plus en plus, c'est-à-dire que l'auteur de l'ouvrage, on lui demande de lire un extrait pour mieux comprendre, et j'irai plus vite, page, je vais vous le dire, ça va être très rapide, pour vous dire combien ces préjugés à l'égard des diplomates sont toujours solides. Et donc, alors j'ai fait référence là au Conseil des Affaires étrangères, et alors, donc ces préjugés, la diplomatie ne serait pas un métier, mais plutôt une situation dotée d'un certain prestige, un art de vivre, en référence à la fonction de représentation et à la magnificence de certaines résidences à l'étranger. Tu vois, Olivier, tu es concerné, et moi encore davantage, parce que j'ai fini donc ma carrière au Palais de Farnèse, ça a été mon exotisme à l'envers, si je puis dire. Alors, donc les préjugés qui entourent les diplomates et leurs activités sont souvent véhiculés par la littérature. Dans À la recherche du temps perdu, le personnage du marquis de Norpois, ouvrez les guillemets, ambassadeur au langage suranné, propre à sa carrière, déversant une provision de sottises, alimente jusqu'à ce jour cette opinion préconçue. Et voilà que notre ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, grand ministre par ailleurs, mais peut-être un petit peu imbu de sa personne, il a écrit un livre, 37, qui est d'Orsay, et il évoque une diplomatie française exposée au risque de ressembler de plus en plus à l'univers de Marcel Proust, faute de se réformer. Et moi, par ailleurs, j'ai été invité dans une émission de Canal+, et une journaliste me demande si je connais la recette, j'ouvre les guillemets, du diplomate au chocolat, en référence à la publicité bien connue de Ferrero Rocher sur l'image de luxe et de sensualité de la confiserie supposée préférée des diplomates. Et alors ceux-ci, par ailleurs, ne seraient que des littérateurs rédigeant de brillantes missives au style hanté par le complexe d'écrivains renommés ayant exercé des fonctions diplomatiques tels Chateaubriand, Claudel, Saint-Jean-de-Perse ou Marguerite. Bref, le mythe des dorures et de la tasse de thé, ça c'était Pompidou, à la vie dure. Et d'ailleurs, Mitterrand, à propos, qui n'aimait pas trop les diplomates, mais de relations difficiles, peut-être quand il était dans l'opposition, il n'a pas été suffisamment bien reçu, ce qui est la réalité. Il dit les diplomates, les ambassadeurs, au moins, ils savent écrire. Bon, ben, c'est un beau compliment quand même. Alors voilà donc ce qui m'a amené à écrire ce livre. Et donc, je ne vais pas le décliner, puisque donc j'ai connu des épisodes parfois toujours passionnants. Tout est la cause, c'est la diversité, comme tu le disais, et la complexité de ce métier, et qui fait qu'il se professionnalise. Et pour aller directement, quand j'étais en Irak, je suis devenu un véritable spécialiste des armes de destruction massive. Donc, effectivement, je n'avais absolument aucune compétence, parce que ma mission était passionnante, la plus prenante, parce que je faisais même des nocturnes en raison du décalage avec les Nations Unies. J'allais voir Tarek Aziz, je l'ai vu 90 fois en 2 ans, parce que je suis resté 2 ans exactement, et bien pour contraindre et pour amener les Irakiens à coopérer avec les inspecteurs des Nations Unies. Et parce qu'il y avait le domaine balistique, il y avait le nucléaire, il y avait le chimique, il y avait le biologique. Et j'étais déjà au début, et puis on n'aimait pas trop ça au Quai d'Orsay, je dis il faut émettre l'hypothèse qu'il n'y ait plus d'armes de destruction massive. C'était en fait une manière de dissuader, disons, une attaque majeure des Américains, de laisser penser qu'il y avait encore du chimique et du biologique, parce que c'était plus facile à cacher. Alors, je voulais dire, pour dire à un diplomate de terrain, c'est très utile, parce qu'un jour, et ça c'est très important dans ce livre-là, parce que quand on parle des mensonges américains, à l'époque de la guerre d'Irak, à l'époque, donc, à la veille de l'offensive de 2003, on sait qu'au Bush, il y avait des dossiers qui étaient totalement montés. Très bien. Et alors, j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, au Palais Farnèse, d'en parler avec Colin Powell. Pourquoi est-ce que j'ai rencontré au Palais Farnèse? Parce qu'on louait, c'était
à American Express, et American Express avait invité, comme invité d'honneur, Colin Powell, et j'ai pu lui en parler. Il était encore très embarrassé, très admiratif d'ailleurs de Dominique de Villepin. Puis on se souvient, Colin Powell montrant une fiole pour dire ça, c'était de l'anthrax, avec ça on pouvait tuer des millions de personnes. Et en fait, il avait été trompé par les services de sécurité, non pas la CIA, mais ça venait du ministère, des services de sécurité du ministère américain de la Défense. Et donc, alors j'avais, pour vous dire très précisément comment on peut travailler sur le terrain, au Conseil de sécurité, et donc c'était à l'époque de Clinton et de Madeleine Albright, dont la politique n'était pas de renverser Saddam Hussein, mais ce que disait Madeleine Albright, we let him in his box. On le laisse dans sa boîte. Dès qu'il lève la tête, on tape. Et effectivement, j'ai connu quelques bombardements parce qu'il y a eu de réels défauts de coopération de la part des Irakiens. Et là, un jour, on montre au Conseil de sécurité une image, les Américains disant, ben voilà, là, dans une annexe du palais Farnèse, il y a un bâtiment... Palais Farnèse, non, du palais de Saddam, décidément, palais lié à Farnèse, le palais démentiel que Saddam Hussein a évoqué comme des palais du peuple irakien. Et disant, ben voilà, parce qu'il y avait des tuyaux un peu partout, ben là, on fabrique des armements chimiques. Alors j'ai demandé à Tarek Aziz, bien, permettez, qu'aux représentants des pays membres permanents du Conseil de sécurité, c'est la Russie, la Chine et moi-même, d'aller sur place, et puis on va se rendre compte qu'on y est allé sans protection, et tout de suite j'ai vu que c'était la chaufferie, la climatisation, etc. Le mensonge était avéré. Et là, donc, il y avait déjà un début de montage de faux dossiers de la part des Américains. Alors voilà, ça c'est pour l'Irak, pour vous mettre un petit peu, mais je vais laisser notre discutant poser peut-être quelques questions et évoquer aussi d'autres épisodes. Et justement, je vais rebondir justement sur la question relative à l'Irak, puisque vous avez cité Butler, qui montrait Tikrit dans le sud de Bagdad, alors qu'elle n'était pas, elle est absolument à 150 ou 200 km de là où il l'a montré sur cette carte d'état-major. Et vous en parlez comme d'un véritable, de quelqu'un qui ignorait tout du dossier américain, irakien, qui était tout simplement à la solde, totalement à la solde de la CIA, finalement. Non, c'était assez... Il y avait de véritables experts des Nations Unies, très nombreux. Il y avait des raisons de rechercher des armes de destruction massive. Il y a eu quelques résultats, bien entendu. C'était avant mon arrivée, dans les 2 années ou 3 années qui ont précédé. Et on recherchait aussi de la documentation pour savoir jusqu'où étaient allés les Américains, avaient-ils de la capacité de reprendre effectivement ces programmes d'armes de destruction massive. Et ce Butler, qui était le patron de l'USCOM, qui était un Australien, et d'une ignorance totale. Alors de temps en temps, il convoquait les représentants, les 3 représentants des pays membres permanents du Conseil de sécurité, et pour faire un petit peu un bilan, une fois sur une carte, avec un stick, là, il me dit, voilà, nous avons la conviction que dans ce palais présidentiel, on y fabrique de tels et tels armements. Et c'est la ville natale de Saddam Hussein, Tikrit. Et il prend le stick, et puis paf, il le met sur Basra. Donc il y avait 600 km de différence. Ça m'a rendu tellement furieux de cette ignorance que je me suis levé, je lui ai pris le stick, je lui ai dit, Mr. President, you know, Tikrit is here. Et après, un petit peu embêté, il me dit, ah, vous qui connaissez, vous êtes arabisants, expliquez-moi la différence entre les sunnites et les chiites. Non mais, alors, c'était ça. Et alors, on avait affaire à des inspecteurs qui étaient des agents de la CIA, qui étaient même des aventuriers, de véritables aventuriers, sans formation. Les Irakiens qui avaient fabriqué ces armements, bon, et qui avaient été formés soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, un petit peu en France, très peu, mais aussi en Grande-Bretagne et aux États-Unis, pour les découvrir qui étaient ces agents de la CIA ou ces faux inspecteurs. Ils regardaient sur Internet, parce que tous les inspecteurs, nous avions des inspecteurs français, ils ont forcément des sites, et on arrive à trouver les études qu'ils ont pu faire. Nous avions très bons inspecteurs dans le domaine balistique.
Et puis là, il leur demandait au cours de discussions, qui étaient des longues discussions, de faire des schémas, des asymptotes. Ils étaient, ces inspecteurs, notamment américains, incapables de le faire. Alors ça, ils savaient que c'était effectivement un agent des services de renseignement, ou américain, ou britannique, ou autre. Enfin, c'était ça. Alors, bon, mais je m'occupais aussi de la situation humanitaire, hein, bien entendu. Là, par contre, il y avait un dispositif humanitaire extrêmement performant. Extrêmement performant. Et j'étais là pour décrire cette situation, cette régression est formidable, et notamment de la société irakienne, l'une des plus sophistiquées. Et on parlera, si on parlera de culture, avec Florence, nous avions beaucoup fréquenté les artistes, c'était les seuls que l'on pouvait rencontrer à l'époque, parce qu'il y avait une interdiction totale, quasiment, pour les Irakiens d'aller, par exemple, à la résidence de France. Et en Irak, quand vous êtes arrivé, il n'y avait pratiquement plus rien de la présence française, et vous avez réussi à ouvrir de nouveau le centre culturel français et y inviter des artistes peintres, à inviter Rachid Koreshi, à retrouver autour de ce centre culturel une possibilité et une ouverture, une fenêtre sur les intellectuels irakiens et sur la rencontre possible entre humanistes, disons, ou même, pour reprendre la formule de Stéphane Hessel, d'indigner, absolument, d'intellectuel, c'est indigné. Puisque vous parlez, justement, je voulais vous identifier, vous présenter également comme un ambassadeur absolument capable d'exprimer cette indignation face à un monde qu'on abîme de manière absolument abominable parfois. Alors Stéphane Hessel, c'est bien que vous en parliez, parce que c'est grâce à Stéphane Hessel, sans qu'il le sache, que je suis rentré au Quai d'Orsay. J'étais en poste en Algérie. Qu'est-ce que je faisais en Algérie? J'étais coopérant militaire. C'était en 68, donc je suis un frustré de mai 68, puisque j'étais à Alger. On aurait fait à Paris, j'habitais rue des Chefs, au quartier latin. Et nous étions... et donc, qu'est-ce que je faisais? J'enseignais l'arabe. Et à qui j'enseignais l'arabe? À des Algériens. C'était un peu cocasse. Alors j'ai appris l'arabe parce que je tenais à apprendre, c'était déjà des casiers adultes en terminale. Et je faisais mes cours en arabe, c'était extrêmement... J'avais pris des manuels tunisiens, d'ailleurs, parce que j'avais perfectionné ici à Bouly-Bascoul en arabe, et des manuels libanais. Je peux dire que j'ai appris finalement un peu au détriment de mes élèves, mais enfin, c'était passionnant parce qu'il fallait les convaincre de faire de l'arabe plutôt que de faire du grec et du latin dans ce lycée français. Et alors nous étions très agités. Il y avait dans ce lycée des éléments très brillants, des normaliens, alors ils étaient trotskistes, ils étaient maoïstes. Alors moi j'étais engagé, donc à gauche, mais sans être affilié à tel et tel courant. Et puis finalement, comme on était corvéable à Bercy, puisque nous étions sous l'autorité d'un général, puisque nous étions un millier de coopérants militaires en Algérie, Alger, dans la région d'Alger. Et on va protester auprès de l'ambassadeur, c'était Georges Gors, qui était un formidable militaire absent. Et nous sommes reçus par numéro 2 de l'ambassade chargé de la coopération, Stéphane Hessel. J'ignorais qui était Stéphane Hessel, j'ignorais toute la diplomatie, j'avais plutôt un préjugé. Et lui, on est allé expliquer nos problèmes, parce que il nous a écoutés très gentiment, il ne nous a absolument pas donné raison, il a dit oh, « je vous écoute très bien », et puis il nous a parlé de l'Algérie, et il était chargé de la coopération, une coopération formidable, et il nous a parlé de la relation franco-algérienne, donc on l'a écouté, c'était un véritable discours à la manière de Stéphane Hessel. Je retrouve la voix telle qu'on la connaît, puisque maintenant il est passé dans tous les médias. Et donc, quelques jours après, j'allais voir l'un de ses collaborateurs, comment on devient diplomate, comment on rentre au Quai d'Orsay. On m'a parlé du concours d'Orient, parce que je suis à Orient. Et donc, c'est à partir d'Alger que j'ai préparé le concours des affaires étrangères. Et donc, je suis rentré au Quai d'Orsay. Et je n'ai rencontré Stéphane Hessel que 30 ans après. Et nous avons été souvent ensemble, on se voyait jusque pratiquement à la fin de sa vie, et notamment avec Leila Chahi. C'est pour parler de Palestine. Il est allé à Gaza, pas dans les mêmes conditions que moi, puisque je fais un chapitre à la rencontre du Hamas, parce que j'étais chargé d'une mission discrète à la demande du Quai d'Orsay, alors que je venais de quitter le Quai d'Orsay.
pour aller à la rencontre du Hamas, c'est mieux les connaître. Et donc, Stéphane Hessel, on s'est revus à cette occasion, 30 ans après, puis je lui ai dit, mais Stéphane Hessel, c'est grâce à vous que je suis devenu diplomate. Voilà. On va rester encore un tout petit peu en Irak, si vous le souhaitez. On a l'impression, en lisant le chapitre irakien, que vous avez énormément, enfin, une relation d'amitié très profonde avec Tariq Aziz. Oui, alors comme je le disais, Tariq Aziz, Saddam Hussein, je l'ai rencontré que 2 fois, et là j'ai vu un personnage totalement irréel, déjanté, c'était surprenant. Enfin bon, ça je le récris dans le détail, et même l'épisode du goûteur aussi, et ce qu'il disait des palais du peuple, c'était assez effrayant. Et alors Tariq Aziz... Le goûteur c'est intéressant comme anecdote. Oui, non, mais on savait, oui, non, mais parce que comme il y avait toute une... en fait, il ne rencontrait pas les ambassadeurs, même les vrais... Moi, j'étais un faux ambassadeur parce que nous n'avions pas de relations diplomatiques. Et j'étais le chef de la section des intérêts. C'est-à-dire avec la mission qui m'a été confiée par le gouvernement et notamment par le président de la République. C'est lui qui m'a donné les véritables instructions. Lorsque je suis parti en Irak, la perspective c'était la reprise des relations, mais c'était d'amener les Irakiens à coopérer. Et puis de voir comment on pouvait favoriser la levée de l'embargo. C'était ça la mission. Et donc Saddam Hussein ne recevait que les émissaires porteurs d'un message de chef d'État à chef d'État. Et là, à 2 reprises, alors qu'il y avait ce qu'on appelle la crise des palais présidentiels, vous avez entendu parler de ça pour ceux qui ont suivi le dossier irakien, où il y avait les résolutions acceptées par les Irakiens, étaient extrêmement claires, tout était un spectacle, même les palais présidentiels. Étant bien entendu que dans les palais présidentiels, on n'allait pas retrouver du nucléaire, du chimique et du biologique, on a vu des choses aussi ridicules, c'est-à-dire de voir comment s'appelle cet instrument pour rechercher un peu de rayonnement, qu'on a quasiment mis sous le lit de Saddam Hussein dans le palais principal, au cœur de Bagdad. C'était grotesque, mais il fallait... Donc, et c'est la France qui a trouvé le moyen de résoudre la crise des palais présidentiels en faisant venir Kofi Annan. Et là, j'étais Kofi Annan très impressionné, il me disait, parce il est venu avec un avion de la République française, donc je l'ai reçu, on a eu une longue discussion, très impressionné. Comment est-ce que, pour avoir une discussion avec Saddam Hussein, que je ne connaissais pas particulièrement, puisqu'il n'y avait qu'une seule visite d'un émissaire. Enfin, je pouvais deviner qui était le personnage, et puis je lui ai dit, allez jusqu'au bout, ne le flattez pas, et flattez l'histoire de l'Irak, et parlez surtout de Nabucodonosor, parce qu'il se compare à Nabucodonosor, il prendra pour lui très bien. Il faut un peu le flatter, mais soyez extrêmement ferme, et puis finalement, il y a eu un accord grâce à Tariq Aziz, un fameux mémorandum of-understanding, on a pu résoudre la crise des palais présidentiels, puisqu'il a fini par accepter que tous les palais ont été finalement inspectés. Effectivement, on n'a rien trouvé. Non, et Tariq Aziz, un homme extrêmement intelligent et cultivé, et comme disait souvent sa biographe, qui est une Jordanienne, il parle Occident, c'est-à-dire il avait assimilé la culture occidentale, il savait très bien comment négocier avec les Occidentaux et aussi les Iraniens. Il a été le grand négociateur quand il y a eu la guerre Irak-Iran pour aboutir finalement à une armistice et à un règlement. Et puis il a eu une connaissance de ces dossiers, si bien lorsqu'il y avait des réunions avec des responsables des Nations Unies, c'était l'homme qui connaissait mieux, mais dans le détail, les dossiers qui savaient réfuter. Et donc, moi, je l'ai vu 90 fois, notamment des nocturnes, là où je vous le disais, en raison du décalage horaire, il y avait un débat permanent au Conseil de sécurité autour de l'Irak. Les armes de destruction massive, c'était l'humanitaire, etc. Donc, on avait un rapport, pas sans familiarité, mais un rapport personnel et un respect, disons, un peu, on peut dire, mutuel. Et avec lui, parce qu'il savait que je m'intéressais à l'Irak et que finalement, je me disais que ma mission, c'était de les amener à coopérer pour pouvoir déboucher sur la levée de l'embargo, parce que c'était effectivement une horreur, une situation humanitaire épouvantable. Moins épouvantable comme dans beaucoup de pays d'Afrique, mais c'est de voir la régression d'une des sociétés les plus sophistiquées dans le monde arabe, puisqu'on parle de culture. Chacun est bien d'accord pour dire que l'école de Bagdad, qui est une école très ancienne du début du XXe siècle, ce sont ce qu'on appelle les rououats, c'est-à-dire les précurseurs de la création
je ne me souviens plus comment il s'appelle, non, celui que nous avions exposé au centre culturel, il n'avait même pas la possibilité d'importer de la peinture et même des crayons, et même pour les écoliers, parce qu'il y a du graphite. Avec le graphite, ça peut être un élément, disons, pour construire des armes nucléaires. Alors, non, ça devenait... Et le cirage, voilà. Et le cirage. C'était d'une absurdité. Et donc, si bien que dans nos valises, eh bien, on emportait pour ses amis, ses amis irakiens, ces grands artistes, c'était vraiment des grands artistes, du matériel pour pouvoir, disons, continuer, parce que beaucoup étaient en exil, mais en fait, les plus grands voulaient rester en Irak. Ils ne voulaient pas aller en exil, comme certains, ou à Dubaï, ou à Amman, où ils pouvaient gagner beaucoup d'argent, parce que maintenant, d'ailleurs, on voit le prix de ces grands artistes irakiens, on atteint des sommets. On atteint des sommets. Alors c'était là cette réalité, et Tarek Aziz était sensible à ça, parce que lui-même, il a été ministre de la Culture pendant un certain temps. Voilà. C'était un homme de grande culture, et c'était des conversations souvent extrêmement difficiles. Et puis finalement, bon, il y a eu cette dérive, et là, des manquements de Saddam Hussein, c'est du fait des fils, là, c'est le fils Qusay et Oudaï, que j'ai toujours refusé de recevoir parce qu'il ne voulait pas être en contact avec moi. Et qui, finalement, il y a eu cette dérive, il y a eu une responsabilité irakienne, étant bien entendu que l'intervention américaine de 2003, enfin moi j'étais en Tunisie, était complètement sortie de la légalité internationale. Et on a vu le désastre, le jour d'après, puis je faisais référence là, petit entretien que j'ai eu avec Colin Powell à Rome, et on sortait bien ce regret, il dit oui, effectivement, on n'a pas réfléchi au jour d'après, the day after, finalement cet effondrement de l'Irak, et puis tout ce qui se passe même en Syrie, eh bien, si vous faites un petit peu la généalogie de la situation, c'est en raison même de ce qui s'est passé en 2003. Et qui a été parfaitement préparé par les Américains. Et en lisant votre livre, ce chapitre sur l'Irak, mais même si on va un petit peu plus vers les chapitres où vous parlez de votre mission de directeur d'Arabe, donc de ce fameux service de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, on voit bien que, plus tard encore, quand vous abordez la question palestinienne, Gaza, ou la question syrienne, ou l'élection de Barak en Israël, etc., et les quelques fenêtres ouvertes pour la reprise des négociations, on voit bien que, d'une certaine manière, à chaque fois qu'il y a des brèches qui s'ouvrent, grâce à ce que vous appelez les non-papiers, ça c'est une donnée qui est tout à fait intéressante, où la diplomatie française serait en quelque sorte une diplomatie d'ingénierie pour la résolution des problèmes. Là encore, on sent très bien que l'indigné que vous êtes pointe les États-Unis et démontre à quel point il y a un clivage entre une diplomatie francophone et une diplomatie anglo-saxonne un peu plus butée sur les questions de droits humains. Oui, alors, donc c'était sans doute le poste le plus passionnant, parce que, effectivement, la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, bon, on l'appelait la rue arabe, il y avait là-dedans et ça venait d'ailleurs, les néoconservateurs, les occidentalistes, quand ils avaient commencé à percer leur bout du nez, enfin, il y a quelques diplomates ici, et je percevais et cette expression, disons, extrêmement péjorative, injurieuse parfois, de la rue arabe. Et même à un moment, il y a quelqu'un qui a dit, ben oui, mais attention, la rue arabe devient la rue des Arabes. Et c'est pourquoi? Parce que nous avons de plus en plus de diplomates d'origine maghrébine, très talentueux. Très talentueux. Je connais des jeunes, ça n'existait pas à l'époque, quand moi j'étais. Et alors c'est ça, ce préjugé. Et encore récemment, dans un article, le directeur du Centre d'analyse et de prévision, il a quitté ses fonctions depuis, dans la revue Esprit. Pendant la revue Esprit, parle de la rue des Arabes. Alors je lui ai fait, la rue arabe, je lui ai fait donc une réponse qui a été publiée, et je trouvais ça tout à fait inacceptable, parce que très souvent, et ce n'était pas de la part des Israéliens, parce que moi je m'occupais d'Israël. Je connaissais bien Israël, parce que même, beaucoup ne le savent pas, j'ai fait un séjour en Israël, j'étais dans un kibbutz, pour apprendre l'hébreu.
Et alors c'est pour ça, donc on vous qualifie donc d'anti-israélien, et puis alors anti-sioniste, et forcément aussi antisémite. Parfois j'ai eu des attaques, et aussi certains de mes prédécesseurs, et moi des attaques personnelles parfois, mais jamais de la part des Israéliens. À part effectivement certains lobbies en France, et encore, et ça continue parce que j'écris de temps en temps sur la question israélo-palestinienne. On voit très très bien avec la réélection de Netanyahou vers où on va, et avec cet État qui, objectivement, je crois que je vais écrire, puisque même des Israéliens, qui est en train de se transformer de manière très claire en État d'apartheid. Et de plus en plus d'Israéliens donc le disent. Enfin voilà, ça c'est une... On vous appelle Mazouza. Ah oui, non, ça c'était l'ambassadeur d'Israël, oui, parce qu'il y a un nom, mais c'est Eddie Barnavi, qui, donc, avec qui j'ai de très bons rapports et qui me qualifiait dans son livre de souvenirs l'ami du Quai d'Orsay. Il faut dire que avec lui j'avais de très bons rapports et voilà. Alors, attendez, alors j'ai perdu le fil, vous vouliez parler... Ah oui, alors la diplomatie, ce qui est très intéressant, parce que très souvent on se dit, mais que fait la France, que fait le Quai d'Orsay sur tel et tel dossier? Alors, il y a effectivement, ça j'utilise ce terme depuis longtemps, on fait de l'ingénierie diplomatique. Alors, pour nous-mêmes, pour essayer d'amener dans une direction, comme la direction Afrique du Nord, Moyen-Orient, les autorités, sans que ce soit forcément une commande, mais parfois ça peut être une commande, on va essayer de réfléchir à telle et telle initiative, et donc, voilà, on dit, ben voilà ce que pourrait faire la France, voilà ce que pourrait faire l'Europe, et aussi on faisait de l'ingénierie diplomatique, on peut dire, parce que nous n'étions pas dans ma direction, dans disons, des situations entre diplomates conflictuelles avec les Américains, parce que les Américains, ce qu'on appelle les arabistes, là aussi, ils se sont trouvés dans la même situation que nous, les arabisans. Et ceux qui étaient un peu spécialistes des questions du Proche-Orient, alors les arabistes aux États-Unis maintenant ont complètement disparu, ils n'existent plus pratiquement, ou ils sont marginalisés. C'est beaucoup plus, alors ce qui n'est pas le cas évidemment au Quai d'Orsay. Et alors par exemple, prenez Camp David, en juillet 2000, il y a eu cette grande rencontre qui a failli, enfin, véritablement déboucher. Ça, c'était, il y a eu un moment historique et donc cette fameuse rencontre entre, enfin, il y a Yasser Arafat et Ehud Barak, auquel on avait cru peut-être de manière un peu excessive qu'il pourrait aller vers aussi un accord. Arafat hésitait beaucoup parce qu'il y avait la question de Jérusalem qui n'était pas traitée, et puis Ehud Barak parce qu'il y avait des élections à venir. Il savait très bien que s'il allait vers un accord, il perdait les élections. Et c'est ça qui l'a amené à ne pas aller jusqu'au bout. Alors maintenant, la référence, ce sont les paramètres Clinton. C'est la seule référence valable pour le moment. Mais alors, bien entendu, on s'en éloigne de plus en plus et on voit avec la situation. Alors, ce qui est très intéressant pour dire le rôle que peut jouer le Quai d'Orsay, c'est que Madeleine Albright a appelé Hubert Védrine en plein été, au mois d'août, j'étais à la campagne, et pour dire, parce qu'il voulait relancer Camp David, en disant il n'est quand même pas très très loin, on va essayer de reprendre la chose, parce que il faut savoir que Clinton pouvait dessiner la carte de Jérusalem répartie entre quartier juif, quartier arabe et quartier arménien qui devait être partagé. C'est incroyable, il est allé véritablement jusqu'au bout. Et on parlait même du droit du retour, dont le principe était accepté, mais qu'on allait gérer avec quelques milliers de Palestiniens qui pourraient rentrer sur le territoire israélien. On est allé très très loin, y compris, donc, comme je dis, Jérusalem. Et puis aussi les colonies avec des swaps, c'est-à-dire des échanges de territoires. Alors évidemment, maintenant, Netanyahou, il parle de l'annexion de toutes les colonies, non seulement les grandes, mais aussi les petites, même celles qui sont illégales. On verra bien. Alors là où nous avons fait l'ingénierie diplomatique, c'est que Madeleine Albright a dit, vous voyez, Jérusalem, c'est un dossier extrêmement complexe. Vous avez une connaissance historique, puisque dans l'histoire, la France, effectivement, protectrice de certains lieux chrétiens à Jérusalem. Et d'ailleurs, moi j'avais fait un travail aussi très intéressant avec le Vatican. Très secret, au début j'en parle parce que maintenant c'est plus un secret, et pour essayer aussi de réfléchir aussi avec le Vatican sur le problème de l'accès aux lieux saints, de tous les lieux saints, qu'ils soient juifs, musulmans ou chrétiens. Donc il y avait tout un travail conceptuel sur le concept de souveraineté. Alors, ou la souveraineté horizontale, ou la souveraineté verticale, enfin bon, je ne vais pas défier la complexité. Et alors nous avons fait des non-papiers
qu'on faisait circuler, donc on envoyait aux États-Unis, après qu'on a fait circuler auprès de certains partenaires européens. Et alors je suis allé à Washington pour présenter donc cette réflexion que les diplomates, donc mes homologues, hein, très ouverts, très bons connaisseurs des dossiers, acceptaient, mais c'est à nouveau après, bon, parce que les Américains, on en parlait aux Israéliens, il n'en est pas question, etc. Mais toutes ces études extrêmement approfondies, ben, elles sont là, peuvent toujours servir, si jamais. Enfin, si jamais. Alors voilà, c'était ça, et ces non-papiers, parce qu'en fait, ces non-papers, c'est plus pratique américaine. Alors qui peut être intéressante, mais parfois agressive. Moi, je recevais, par exemple, des homologues américains, c'était autour de l'Iran, parce qu'ils avaient déjà l'obsession anti-iranienne, et nous avions de bonnes relations, puisque, sur le point, on a invité Khatami, ça a été extraordinaire, comme un moment avec cet homme extrêmement ouvert, et les Américains, à un moment, nous disaient de ne pas recevoir le président iranien. Et alors évidemment, là où il m'est arrivé, parce que même quand un intéresse, il n'y a jamais, disons, il n'y a pas de signature et il n'y a pas d'identification de l'origine du papier. Alors on peut toujours dire qu'il n'a jamais existé. Mais il m'est arrivé une fois, c'était tellement invraisemblable qu'on disait, ben, ne recevez pas Khatami, que je l'ai rendu à mon collègue américain en disant, bon voilà, vous pouvez ramasser votre... Bon, c'était la seule fois. Et alors voilà, donc c'est cette pratique des non-papiers autour du conflit israélo-palestinien, autour de l'Iran, autour de dossiers, autour du Golan. Parce que là, ben, vous avez vu, la décision américaine est vraisemblable, maintenant contraire au droit international et contraire à des résolutions anciennes, la résolution 242 de 1967, la résolution de 1980, lorsque les Israéliens ont annexé le Golan. Donc, il y avait unanimité, même s'il y a eu peut-être une abstention américaine. En tout cas, les Américains même ont adhéré. C'est-à-dire, il n'y a même pas, c'est très intéressant de voir à l'époque de Trump, il n'y a plus de continuité, disons, de l'État américain en droit international. Et bien sur le Golan, on n'était pas loin non plus. Et nous faisions les intermédiaires entre les Israéliens à un moment et les Syriens. Donc j'allais en Syrie, puisque j'ai eu un moment assez exceptionnel, inattendu. J'étais désigné comme envoyé spécial du président, donc c'était Jacques Chirac, pour aller voir discrètement tel et tel chef d'État pour discuter soit du conflit israélo-palestinien, soit du Golan. Alors le Golan, il y avait toute une ingénierie aussi diplomatique, parce que nous avions une connaissance très approfondie. Même les Israéliens étaient très, quand j'allais les rencontrer, pour dire, vous savez, Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, parce qu'il était encore Hafez el-Assad, il possédait beaucoup de choses sur la question du Golan. Il possédait beaucoup sur le lac Tibériade, sur l'accès, parce que c'est essentiel et vital aussi pour Israël, pouvoir avoir accès effectivement à l'eau du lac de Tibériade, mais jamais il ne cédera sur la terre. Et pourquoi il ne cédera pas sur la terre? Parce que c'est lui qui a perdu la terre. En 1967, il était ministre de la Défense. Parce que les Israéliens voulaient garder une petite bande le long du lac de Tibériade, donc dans le Golan syrien, et ça, je dis jamais vous n'y arriverez. Il acceptait même, Hafez el-Assad, il disait des stations de pré-alerte, pour peu qu'elles soient contrôlées par les Français, voire les Américains, et voire les Russes, mais pas les Israéliens. Donc on est allé très très loin. Et puis il y a eu un grand moment aussi de la diplomatie, avec cet échec formidable, c'est la réunion à Genève entre Hafez el-Assad et Clinton. À Genève, c'était en mars 2000. Et alors, bon, je voyais beaucoup les Israéliens, j'allais les voir même à Istanbul, on voyait aussi les Syriens, et j'ai vite compris que jamais Hafez el-Assad ne céderait sur la bande de terre. Et Clinton, et ça, pour moi, c'est un mystère, comment se fait-il que Clinton ait été surpris du refus de Hafez el-Assad? Il a été trompé par ses propres services, ses collaborateurs, et par les Israéliens. Pourquoi les Israéliens? Il est à la fin de sa vie. Vous savez, il était malade, il a un cancer du sang, il est mort quelques mois après. Moi, j'étais l'un de ses derniers visiteurs, 6 mois avant sa mort. Et donc, il ne cédera pas. Il ne cédera pas parce qu'il est malade. J'ai dit oui, donc il est malade, donc il va mourir, donc il veut laisser un dossier clair
pour son fils, son successeur, et le problème du Golan est réglé. Ben, c'est pas comme ça que les choses, quand on connaît les Syriens, quand on connaît la mentalité syrienne et celle de Hafez al-Assad, je dis jamais, jamais. Et donc ça a été un échec épouvantable. Et Clinton, il y a eu cette réunion, un tête-à-tête, à Genève, où Clinton commençait à lire un papier en disant voilà ce qui pourrait être l'accord. Et donc il y avait les stations de préalerte, l'accession au lac de Tibériade, et puis il y avait tout le reste. Hafez al-Assad l'a arrêté, c'est pas la peine de continuer, votre papier c'est un papier israélien. Sur quoi il avait raison. Et puis je vais laisser maintenant que les ministres suivent, continuent les discussions, et Hafez al-Assad est parti, et on n'a plus parlé de l'affaire du Golan, et voilà où on en est maintenant dans la situation. Si vous permettez, on va rester encore un tout petit peu en Moyen-Orient, parce qu'il y a cet épisode extrêmement intéressant dans votre vie, que vous avez éprouvé d'une certaine manière à travers votre corps, puisque vous avez reçu des balles lors des événements à Amman, et que vous avez été blessé, et que cela, certainement, d'une certaine façon, moi je pense, d'une certaine manière, que cette expérience des limites, puisque vous avez eu beaucoup de chance pour vous en sortir, heureusement pour nous, pour vous accueillir et pouvoir vous lire, et tout ce que vous avez pu faire pour améliorer un petit peu les relations internationales. Je pense que d'une certaine manière, cet épisode vous a marqué. Vous a marqué pas seulement au niveau de cet impact physique, mais de ce lien de sang que vous avez avec le Moyen-Orient. Oui, alors donc je n'en parlais jamais, donc au moment où j'ai écrit un livre, je venais en parler. Effectivement, j'ai failli avoir la carrière la plus courte du Quai d'Orsay, parce qu'à l'époque, quand j'ai été nommé, on vous envoyait sans formation, sans aucune formation. Et puis je suis tombé sur un ambassadeur qui a commencé par me dire si vous voulez réussir dans la carrière, il faut passer à l'ENA. Alors que moi, j'avais mon identité d'Orient, parce qu'il y a deux voies, le corps d'Orient, sinisant, russisant et arabisant. Alors, je voulais garder mon identité, parce que j'avais cette passion pour le monde arabe, j'étais arabisant. Et puis finalement, j'ai beaucoup plus souffert de mon ambassadeur que des 7 balles que j'ai reçues. Donc ça a été un miracle, parce que non seulement je suis vivant, mais je n'ai pas de traces. Bon, une petite chose, mais pas de traces. Mais bon, c'était... bon, j'ai réussi à m'en sortir tout seul dans une zone de tir. On tirait sur moi parce que j'étais derrière une colonne du FPLP. Je l'ai appris après. Et vous savez, c'était les prémices de Septembre Noir. C'était très fréquent. Je savais qu'il y a des incidents, donc je partais très vite à l'ambassade, j'étais attaché de presse pour voir un peu ce qui se passait. Et puis cette colonne a été prise dans une embuscade par les Jordaniens. Et donc j'étais pris parce qu'on pensait que je faisais partie de ce convoi. Bon, alors je m'en suis sorti, donc pas de trace même, c'est-à-dire, mais le problème qui s'est posé, voilà un diplomate qui a reçu cette balle, qui s'en sort, donc c'est un homme courageux, donc parfois c'est un héros, et j'ai voulu déconstruire cette image. Ça n'avait rien à voir parce que c'était le hasard. Parce qu'après, quand on m'a envoyé à Beyrouth, là, je peux dire que je me planquais parce que j'étais en contact avec certains bas-fonds, on pouvait voir des factions palestiniennes et mourabitounes, et là, je me suis protégé, bien entendu. Je n'ai pas été jusqu'au bout du travail que je devais faire. Sans être trouillard, mais je n'étais pas courageux, et donc je voulais déconstruire, parce qu'à chaque fois, on voulait m'envoyer dans tel et tel poste que j'ai refusé. Mais en disant, mais oui, mais maintenant, il a reçu cette balle. Alors j'ai déconstruit cette image, cette image qui m'a suivi dans ma carrière. Alors voilà, donc, bon, ça m'a pas tellement marqué, mais c'était le rapport avec l'ambassadeur, parce que c'était une génération d'ambassadeurs qui m'a reproché, parce que, évidemment, toute la presse en parlait. C'était l'horreur à l'époque, on se souvient, les titres, un diplomate français blessé, etc. Et certains pensaient que j'étais courant. L'ambassadeur était à Chypre. Non, il était en Grèce. Oh, en Grèce. Et alors, pas forcément avec une autorisation. Et fou furieux. Et après, quand il est revenu, il s'est inventé un faux attentat. Voilà, pour dire l'ambassadeur qui revient sous les balles. Et j'ai retrouvé les télégrammes. J'ai été pris 2 fois sous la mitraille, disait-il. Alors, il se trouve que j'avais une témoin très, très importante dans ma vie qui était dans la voiture
et qui a pu raconter, disons, la vérité. Et voilà, donc finalement, mon séjour a été raccourci, non pas parce que j'étais vite soigné, mais j'étais obligé de quitter en raison de mon rapport épouvantail. J'ai failli quitter le Quai d'Orsay. Voilà, je voulais reprendre mes études d'arabe. Mais heureusement, je suis tombé sur des diplomates formidables qui m'ont dit non, il faut. Et j'ai été défendu par le Quai d'Orsay et la direction des ressources humaines. Parce que cet ambassadeur, alors que j'étais sur mon lit d'hôpital, il a mis 3 ou 4 jours pour venir me voir. Bien, alors quand on annonce votre arrivée à Tunis, après ce périple par le bureau de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, il y a une manchette sur le Canard enchaîné qui va effrayer notre ami Ben Ali. Je ne suis pas sûr qu'il était effrayé, mais j'ai des précédés, effectivement, ça m'a un petit peu embarrassé. Et d'un autre côté, c'était pas si mal, puisque le Canard enchaîné, disons, mauvaise nouvelle pour Ben Ali. Ivo Ben Amissier est nommé ambassadeur, alors j'ai retrouvé l'article du Canard enchaîné, ambassadeur en Tunisie, et on connaît son attachement à la question des droits de l'homme. Parce que j'avais beaucoup agi dans ce domaine-là, au Tchad, et j'ai failli le virer, parce que quand vous êtes ambassadeur en Afrique, tous les 6 mois, pour préparer ses valises, j'ai réussi à tenir 3 ans. Ça, je raconte ça un peu dans le détail, parce que... Oui, avec des billes, c'est... Oui, avec des billes. Oui, enfin, avec des billes qui est toujours là. Et donc, alors voilà. Alors, ce qui est intéressant, et ça, beaucoup d'entre vous, parce que j'ai écrit un premier livre, Mes années Ben Ali, et là, j'ai repris un chapitre, Mes années Ben Ali, où je résume, mais j'actualise un petit peu, parce que, bon, je donne un peu mon sentiment sur la situation actuelle, et donc rien de bien nouveau, mais finalement, moi, je sentais, de la part de Ben Ali, il a commencé par me dire « nous sommes très heureux d'avoir un arabisant, etc. » Bon, on en parlait en arabe souvent, en français. Et puis, il a eu bien compris, parce qu'il y avait eu un message. Vous savez, monsieur l'ambassadeur, vous pouvez rencontrer la Tunisie dans sa diversité. Alors, d'abord, il a très très bien. Bon, je l'ai rencontré dans sa diversité, notamment en société civile. On s'est vite rencontrés lorsque j'ai vu la pièce de théâtre Mouna Tunis. Et je dis c'est très bien. Mais j'avais des problèmes, c'était plutôt son entourage. Et alors chaque fois l'entourage, ou convoqué moi-même, ou mon collaborateur Jean-Pierre Philu, vous voyez trop l'opposition, même c'était l'opposition légale. Et le RCD, je n'ai jamais pu inviter à la résidence les responsables du RCD, alors qu'on nous reprochait de recevoir l'opposition, mais l'opposition légale. Et alors je disais au ministre, vous savez, peut-être comme d'autres diplomaties, on pourrait rencontrer d'autres oppositions. Alors j'avais une formule un peu comme ça, soit dans les arrière-cours de bistrot, ou dans les arrière-cours de mosquées. Mais vous voyez, non, on fait ça de manière très ouverte. Et dans la légalité, puisque même on les reçoit dans le restaurant où il y avait toujours des policiers, on les devinait. Et donc à chaque fois qu'on nous faisait ces reproches, eh bien je servais la phrase du président de la République. Monsieur le Président m'a dit, lorsqu'il m'a reçu la première fois, que je pouvais rencontrer la société dans sa diversité, etc., ce que j'ai fait. Et évidemment, j'opposais aussi la Convention de Vienne, donc qui est extrêmement clair sur... Et puis je dis, votre ambassadeur aussi en France reçoit aussi des formations politiques, ou de la majorité, ou de l'opposition. Et voilà, donc ce n'était pas tellement le rapport avec Ben Ali, mais c'était certains membres de son entourage. Voilà. La Convention de Vienne que vous rappelez à Berlin, c'est quand il vous interpelle sur une rencontre, enfin, tout à fait. Mais je vois dans la salle un certain nombre de personnalités, justement, de la société civile, que vous avez connues directement. Je vois des personnalités culturelles également que vous avez connues, que vous citez. Vous avez cité Khadija Cherif, vous avez cité Mokhtar Krifi, vous avez cité également Zain Farhat et Rajab, donc à l'occasion de la grande exposition à la résidence. Et je vois d'autres personnalités aussi diplomatiques et culturelles. Donc, si vous le souhaitez, on va céder la parole à l'auditoire. Voilà, donc voilà, on est à Tunis.
m'a beaucoup marqué. Il y a un bien baladeur. Cher ambassadeur, cher ami, je suis très très heureuse de vous revoir à Tunis. Vous nous avez laissé une très très belle image de la belle diplomatie française, très fidèle à ses principes, très ouverte, et vous avez assumé beaucoup de choses que d'autres n'auraient pas assumées. Je vais passer sur... vous êtes un grand professionnel, et là, je souhaite écouter votre avis sur notre modèle de société et que nous espérons de plus en plus démocratique, etc. Je vais parler du Rwanda. Donc vous êtes la diplomatie française ayant pour base la Déclaration universelle des droits de l'homme avec laquelle nous avons grandi et qui reste notre référence. Ce qui se passe au Rwanda et qu'on regarde de très très près, nous personnellement et moi très personnellement, ce pays donc qui au bout de 22 ans nous avons pleuré le désastre, le génocide de Rwanda, aujourd'hui c'est deux images qui nous arrivent de Rwanda. Un pays qui est il est je crois 8,6 de croissance économique. Ce Rwanda est un des pays les plus propres au monde. Ils ont l'Internet dans les bus, etc., etc. Et là, la question qui nous sollicite tout le temps dans notre groupe de réflexion, est-ce que ce qui se passe au Rwanda, c'est-à-dire le président Maigre, parle de la culture citoyenne avant les droits de l'homme? Et est-ce qu'aujourd'hui, nous passons dans cette réflexion-là, parce que, en bonne Tunisienne et en même temps citoyenne du monde, le Rwanda nous interpelle, et nous savons aussi que le président Maigre a rompu avec la France pendant de longues années, et que ça fait à peine 2 ans qu'il a repris ses relations avec la France. Bon, avec maintenant l'anniversaire, on sait très bien un peu l'implication présumée, hein, jusqu'à ce que, parce que nous sommes des gens de droit aussi, l'implication de la France par rapport à ce génocide horrible. Et là, je vous pose la question, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le Rwanda, puis maintenant c'est l'Éthiopie et autres, est en droit d'être notre référence, nous, ici en Tunisie, plus que d'autres pays européens, tout en gardant les droits de l'homme, ok, mais la culture citoyenne, etc. Il y a beaucoup de sollicitations métaphysiques. Je voudrais écouter votre avis sur le Rwanda. Alors, sur le Rwanda, évidemment, j'ai suivi ce dossier, mais un peu comme citoyen, non pas comme diplomate. Comme diplomate, alors le problème est de savoir quelle est la responsabilité directe ou indirecte, peut-être, probablement, là aussi. Et donc, il y a tout un débat. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir une émission, là, très prochainement, dans quelques jours, où tous les acteurs, notamment l'un de mes prédécesseurs, qui avait un excellent ambassadeur, et que j'ai connu sur les dossiers quand j'étais en difficulté au Tchad, l'amiral Langsab, il était chef d'état-major. Il était très très bien, très sensible justement à tous ces problèmes de droits de l'homme, vraiment ce qu'on peut croire. Et je vois mal l'homme en tant qu'humain responsable, disons, enfin il commence à s'exprimer là actuellement. Je comprends que le président Macron, parce que le problème c'est l'ouverture des archives. Il faudrait en finir et ouvrir toutes les archives, ce que François Hollande l'avait promis. Et puis ça a été extrêmement limité. Donc je crois que récemment, le président Macron a annoncé que là, cette fois-ci, il y aurait ouverture des archives et une commission particulière a été nommée là tout récemment. Voilà. Bon, et je n'ai pas suivi autrement. Mais quand vous dites que c'est un modèle, moi je préférais parler du modèle tunisien, parce que je le connais. Oui. Alors, je sais que... Oui. Alors, qu'il y a donc... alors, quand j'écris de temps en temps, parce que j'ai écrit dans un catalogue de cette très belle exposition que j'ai vue au Mucem à Marseille, qui est passée au Bardo, je n'ai pas encore vu le catalogue, parce qu'il n'est pas sorti, j'ai écrit un texte sur la Tunisie, que j'ai montré à certains amis tunisiens qui trouvent un peu trop optimiste. Mais je parle beaucoup de la société civile.
bon, que j'ai rencontré, là je salue mes amis, là, Khadija Cherif, au titre des femmes démocrates de la Tunisie, de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, M. Trifi, président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, et je me souviens le premier accroc que j'ai eu, y compris le RCD bien entendu, toutes les formations politiques et membres du gouvernement, puis je suis allé à la rencontre de la société civile et j'ai fait une visite officielle à la LTBH. Mais ça, ils ne l'avaient pas compris, parce qu'ils pensaient, bon, c'était, quand ils nous reprochaient, c'était pas interdit, c'était légal. Et puis, première ligue des droits de l'homme dans le monde arabe, dans l'histoire, tout ça. Alors, la société civile et son rôle, c'est peut-être elle qui a sauvé la transition. Enfin, bon, on peut être satisfait. C'est la société civile. Ça, il n'y a pas de doute, hein, dans ses différentes composantes. Société civile institutionnelle, quand il y a eu effectivement le prix Nobel qui a été donné à la fois à l'UNITA, le patronat, donc à l'ordre des avocats, à la Ligue tunisienne des droits de l'homme, et puis aussi à l'UGTT, l'Union Générale, qui était à mon avis la seule force d'opposition finalement construite à l'égard de Ben Ali et qui la craignait beaucoup. Alors bon, c'était mon sentiment à l'époque. Et puis alors, ce qui est quand même très intéressant, ce qui me marque là, quand on parle de la Tunisie, à chaque fois qu'il y a des dérives, il y en a, certainement. Donc la Tunisie face à beaucoup de défis, la consolidation de la démocratie, la situation économique. Et c'est là où on peut dire que la France joue un rôle important. Je sais que parfois elle est critiquée, maintenant on commence à critiquer dans l'histoire, les crimes, bon, très bien, on peut le faire, et que ce soit surtout les historiens qui le fassent, mais qui est le pays, en raison de cette histoire partagée, qui fait que c'est nous qui défendons le dossier tunisien auprès des grandes institutions multilatérales, le FMI, la Banque mondiale et les partenaires européens, même si on estime que c'est insuffisant, très bien. Et alors, pour dire cette société civile qui avance, c'est quand on voit la législation, notamment sur les violences faites aux femmes. Je n'ai pas eu l'occasion de regarder dans le détail, mais certains de mes amis tunisiens qui ont bien regardé, ce sont des juristes, qui ont dit elle est peut-être plus avancée que celle de la France. Oui. C'est l'un des textes les plus complets. Les plus complets, voilà, très bien. Et alors maintenant, il y a ce débat autour de l'héritage. Et c'est courageux parce qu'autant pour le voile, on peut toujours discuter, savoir si c'est légal, si c'est véritablement, il y a des interprétations qui peuvent être divergentes. Mais par exemple, sur l'héritage, c'est inscrit dans le texte sacré. Donc là, finalement, c'est pour ça que Bourguiba, sans doute, je pense, n'a pas pu aller au-delà. Mais bon, alors il y a un débat, on ne sait pas comment ça va déboucher. Il y a eu les élections municipales. C'est quand même, moi je crois aux chiffres. Enfin, il n'y a pas que les chiffres qui vont. Mais vous savez qu'il y a plus de conseillères municipales féminines en Tunisie qu'en France et en Grande-Bretagne. C'est quand même un résultat. Alors bon, on s'en plaint en disant oui, mais enfin bon, très bien. Mais c'est quand même vrai. Et prenons la Constitution. C'est très intéressant quand on voit ce qui se passe en Algérie. J'ai vu quelques Algériens, très peu, je ne suis pas allé en Algérie, mais je suis allé place de la République il y a 3 jours pour rencontrer et puis regarder les slogans et puis rencontrer quelques personnes. Et bien certains me disent tiens, ce qui est très intéressant parce qu'il faudra changer les institutions, il faudra changer la Constitution. Et certains m'ont parlé du modèle tunisien. Avis avait pourquoi? Ils me disent la qualification de l'État pour dire Daoula al-Madaniya, l'État civil. C'est un compromis. Et c'est très tunisien parce que c'est une société à travers son histoire de compromis. Parce qu'on ne voulait ni la qualifier comme toutes les constitutions pratiquement du monde arabe désignent la charia comme étant la référence unique ou principale. Et c'est la réalité. Alors, bon, il y avait certains qui pensaient y introduire, disons, la qualification de laïcité, almani. Mais la laïcité est disqualifiée dans le monde arabe, pour 2 raisons. D'abord, parce que, alors on voit un modèle français. Ce qu'on entend en Algérie, ben on l'a entendu en Tunisie. Pardon? Oui, voilà. Et on appelle le mot laïque, on l'appelle laïqiyya, et non pas almania. Et puis c'est disqualifié aussi en raison des dictatures. Mais Bachar el-Assad,
Il s'est autoproclamé encore à plusieurs reprises, je suis le seul État laïque dans le monde arabe. Et c'est lié à Saddam Hussein aussi, par la laïcité. Alors c'est un problème. Alors il y a autre chose, liberté de conscience, liberté de religion, et puis le fait de parler des citoyens et des citoyennes. Donc, même si elle peut être insatisfaisante pour beaucoup, c'est quand même objectivement, pour les constitutionnalistes, que je ne suis pas. C'est probablement la constitution la plus avancée. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Algérie, on parle, et même quand il y a eu ce groupe qui a complètement disparu, le groupe de Riyad, autour de la Syrie, où il y avait des islamistes et des non-islamistes qui s'étaient réunis pour réfléchir sur la future constitution. Eh bien, le terme, j'ai lu quelques textes, Ed-Daoula el-Madaniya. Il y a une influence ou indirecte. Alors, c'est intéressant. On ne peut pas comparer ce qui s'est passé en Algérie, qui se passe en Algérie avec ce qui s'est passé à l'Algérie. Il y a beaucoup de points communs. C'est-à-dire les ressorts de cette révolution ressemblent aux ressorts, c'est-à-dire notamment un problème de génération. Et c'est très important en Algérie. Si vous voulez un petit souvenir, j'en parle. Quand j'ai rencontré avec Hubert Védrine Bouteflika au lendemain de son élection, j'ai compris tout de suite qu'il y avait un problème générationnel. Pourquoi? Il était entouré de gens plus âgés que lui, d'octogénaires, sans conseiller diplomatique. J'étais quand même impressionné. Et puis après, quand il a parlé de Mohamed VI, à qui il a voulu donner des leçons. Et Mohamed VI, que j'ai vu à plusieurs reprises aussi, ou avec Chirac, ou avec Jospin, ou avec Védrine, lui en voulait beaucoup d'avoir envoyé un message donnant des leçons. Donc Mohamed VI, il avait tué le père, en quelque sorte, Hassan II, il l'avait brisé, puis voilà qu'il y en a un autre, qui voulait se substituer. Et à lui, et qu'est-ce que disait Bouteflika? Mohamed VI, ce jeune que je ne connais pas, entouré de jeunes que je ne connais pas. C'était quand même une réflexion. Et quand on voit l'Algérie, donc quand on voit ces manifestations, le pays le plus jeune, parce qu'il y a une démographie beaucoup plus importante en Algérie qu'en Tunisie, parce que, évidemment, à un moment, quand j'étais là en Tunisie, on faisait moins d'enfants qu'en France. Hein. Maintenant, je crois que les choses ont évolué alors, il y a un problème générationnel, un problème de frustration de la jeunesse, il y a un problème donc, économique, démographique, et aussi, quand on voit la succession des mandats de Bouteflika, j'avais deviné, et je suis sûr que c'était le cas de notre ambassadeur qui est très talentueux, qui aime beaucoup l'Algérie, il a certainement bien analysé les choses. C'était forcément, objectivement, le 5e mandat de Trump. Ça ne pouvait pas passer, ça c'était évident. Donc une société bloquée, société civile qui est tenue, et des revendications sur le statut. Regardez le statut, le Khadija Cherif connaît ça, statut personnel en Algérie, et regardez la différence avec le statut personnel, bon, qui date de l'époque du Liban. On le sait. Pardon? On le sait, nous sommes très très fiers de ce que nous sommes. Oui, voilà. Alors, vous pouvez... beaucoup de diplomatie, vous n'avez pas répondu à ma question. Non, parce que le Rwanda, je ne est-ce qu'on met la culture citoyenne au-dessus de la culture des droits de l'homme? Ça marche une mortale. Ça va ensemble. Il y a notre ami Mokhtar Trifi également qui demande la parole. Moi aussi, après. Et Khadija Cherif. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'être là. Moi, je voudrais faire quelques souvenirs avec vous. Comme vous l'avez dit, dès votre arrivée, vous avez été pratiquement le seul ambassadeur de France à venir à Lali. Vous allez dire la même chose. Oui. Ce que plusieurs années avant et plusieurs années après vous, jusqu'au 14 janvier 2011, il n'y a jamais eu, après vous, un ambassadeur de France qui est venu à Lali. Beaucoup d'ambassadeurs d'autres pays venaient, mais ça c'est un témoignage, vous étiez le seul donc à venir à Lali tout juste après votre arrivée à Tunis. Vous avez visité le RCD et la deuxième visite c'était à Lali. Vous me l'avez dit à l'époque, et je savais, vous étiez conscient que vous vous mettez dans une situation un peu délicate avec les autorités tunisiennes. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous avez commencé par ça au début, que le Quai d'Orsay, l'Élysée était informé dans le détail de la situation en Tunisie. Comme vous l'avez dit, nous-mêmes, moi-même, mes collègues, nous avons tenu toujours à informer les autorités françaises de ce qui se passait. Moi, j'ai rendu visite à plusieurs reprises au Quai d'Orsay,
cette avenue arabe, je la connais bien. La rue arabe du quai, je la connais bien. Je ne vous ai pas vu, vous, mais votre successeur. Je l'ai vu à Paris et je l'ai vu à Tunis avec le président Chirac lors de sa visite en décembre 2003. Quand je l'ai vu par la suite à Beyrouth lorsqu'il est devenu ambassadeur. Je l'ai vu, vous étiez ambassadeur ici avec Jean-Pierre Villieu, notre ami Jean-Pierre. Donc la France, et par la suite, j'ai vu Madame Ramayad au Quai d'Orsay, nous l'avons vu, je te rappelle, ici à Tunis. Donc, on informait, et c'était clair, notre position, on nous disait l'arabi, l'istaqwab al-ajnabi. C'était le terme usité de l'époque dans les journaux, l'istaqwab al-ajnabi, pourquoi on se faisait peur avec l'appui de l'étranger. Donc, les Français étaient au courant des détails. Pas seulement par les canaux diplomatiques, mais aussi directement au Quai d'Orsay, à l'Élysée. Lorsque Mme Belhassane est devenue par la suite présidente de la FDH en 2007, elle a tenu, n'est-ce pas, elle a tenu des réunions importantes à l'Élysée, avec les entourages de Sarkozy et puis avec Hollande, directement. Donc, par la suite, le 14 janvier, et là c'est un autre témoin, le 14 janvier, au matin, j'étais à la délégation de l'Union européenne avec les ambassadeurs de l'Union européenne, le 14 janvier 2011. Le représentant de l'ambassade de France était là. Et on est rentré, on s'est vu dans la journée 3 fois. Je lui communiquais les impressions que nous avions. Donc, lorsque par la suite l'ambassadeur disait dans son télégramme que non, les choses allaient s'arranger, c'était contraire à ce qu'il recevait comme information de la part de la rue, parce que il se trouve que l'ambassade de France était sur l'avenue et sur l'avenue Bourguiba. C'était voyant. Donc, on voyait le peuple tunisien, mais on communiquait avec eux. Donc, tout ça, c'était farfelu. Bien sûr, par la suite, vos successeurs, monsieur l'ambassadeur, je crois qu'ils ont failli. Et permettez-moi une dernière remarque, je ne peux pas m'empêcher. Vous avez dit que monsieur l'amiral Lanzad était un défenseur ou quelque chose des droits humains. Il ne l'a pas montré trop lors de son passage à Tunis, avant vous. Pas trop, du tout. Pour ne pas dire du tout. Mais il ne l'a pas montré trop lors de son passage à Tunis. Merci. On va peut-être enchaîner directement avec Khadija. Ensuite, il y a... Venise. Oui, il y a un monsieur qui a demandé la parole juste avant. Oui. Voilà. Je ne vais pas être long. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'être là et merci d'avoir écrit la première fois et la deuxième fois sur la Tunisie, en tous les cas, et sur la région, parce que c'est toujours instructif. Et on apprend toujours, même si on croit être au cœur de l'information. Ce que je voudrais témoigner et aussi poser la question. Témoigner, c'est comme le disait Mokhtar si bien, surtout par rapport à l'Association tunisienne des femmes démocrates. Yves Aubin de la Missusière a été l'unique ambassadeur avant et après avoir visité l'association. Ça, c'est quelque chose d'important. La deuxième chose, il y avait Jean Anoyer qui venait régulièrement à nos activités. Et il disait que c'était interdit. Je parle de la France, Zayn, je parle de la France, parce que l'Union européenne ou les autres ambassadeurs, on n'avait pas la même relation qu'avec la France. On doit le dire et on doit le savoir. Ce n'est pas la même chose, donc c'est important. Et d'ailleurs, ce qui a fait dire à un de nos amis, le seul vrai diplomate et le seul ambassadeur qui a joué son rôle sous Ben Ali, c'est-à-dire ambassadeur de France, c'était Yves Aubin de la Missusière. Ce n'est pas lui lancer des fleurs, c'est un témoignage et c'est une réalité. Et quand Jean Anoyer venait, il savait qu'il y avait une interdiction, mais il participait à nos activités de la Ligue et de la TFD. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce que je voulais dire, c'est que malgré une politique claire de la France, il me semble, l'ambassadeur peut jouer un rôle.
Et c'est ça qui a failli, surtout à la veille de la Révolution. Ce qui est incompréhensible, pourquoi les Français ont soutenu aussi longtemps un dictateur. Ça, c'est ça qui me perturbe. Pourquoi cette méconnaissance? Est-ce que, comme on le voit, parce que comme disait Mortar, nous, même au niveau de l'Union européenne, même au niveau de Bruxelles, on faisait parvenir notre voix, et c'est notre rôle. Et donc, il y a un vrai problème. Est-ce que les intérêts économiques ont toujours pris le dessus sur l'intérêt politique et l'intérêt du pays où la France a Merci, déjà. La question est parfaitement entendue. On va céder la parole à ce monsieur qui vient de se lever. Je crois que c'est lui qui a demandé la parole avant Siyah de Nice. Alors, allez-y, Stan. Non, moi je parle du bouquin parce que l'histoire, ça peut être écrite d'une façon différente, chacun. J'ai lu le bouquin et je suis un peu fatigué parce que je l'ai lu jusqu'à 3 h du matin. Pourquoi? Parce que il est au présent. Et il me rappelle un bouquin, un livre, un essai mémoire d'un type qui s'appelle Blanc Schirer et qui a retracé toute l'histoire du Troisième Reich. Et dans le document de Yves Aubin, c'est un peu comme l'histoire, comme un roman, c'est-à-dire qu'on connaît le dénouement du roman, mais on se dit peut-être que l'intrusion de l'auteur va peut-être changer le cours de l'histoire. Si bien que j'ai été accroché, je me suis dit, peut-être que l'intervention du secrétaire général des Nations Unies, avec Aziz et la discussion avec le représentant de la France, peut-être qu'on n'aura pas... que tout va se passer bien. C'est pour ça que je suis resté très tard, et que le roman est au présent, c'est-à-dire que petit à petit, on descend, n'est-ce pas, ces différentes marches pour arriver à l'histoire de la grande histoire. Voilà ce que je vous dis. Merci infiniment. Le témoignage d'une personnalité culturelle, c'est Ahmed Benis. Donc, vous avez demandé la parole, monsieur aussi? Oui. Oui, bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bienvenue en Tunisie. Ce qui m'intéresserait, c'est de parler de l'avenir. Je regrette beaucoup que la majeure partie de la discussion se soit concentrée sur le passé et d'autres régions du monde. Ce qui m'intéresserait de savoir personnellement, en tant que Tunisien, et aujourd'hui, avec ce que nous voyons, l'évolution très rapide dans plusieurs pays du monde arabe, avec nos voisins, Algérie et surtout Libye, cette offensive de l'armée libyenne, avec toute votre expérience, est-ce que, j'ai relevé tout à l'heure dans votre intervention que vous prévoyez que l'alternance sera islamiste. Est-ce que vous voyez une fin rapide au rôle des islamistes dans le monde arabe et surtout en Tunisie? Voilà, donc pas besoin peut-être de rappeler quelques questions. Il y a 4 interventions sur la Tunisie, sur les impressions de Sidi Ahmed, la question sur la Libye et l'islamisme. Non mais je partage, enfin bon, puisque c'est plutôt un commentaire sur mon livre, et je ne peux que remercier Benis et tous ceux qui ont fait des commentaires et élogieux aussi sur ma carrière, peut-être un peu trop, parce que je ne dis pas que tous les diplomates sont parfaits, mais disons globalement, on a... D'ailleurs, ce qui est très intéressant, regardez Wikileaks. Dans Wikileaks, on voit, disons, les Américains qui s'appuyaient beaucoup sur nos analyses, notamment sur la Tunisie, sur l'Égypte aussi. Pourtant, ils connaissent beaucoup mieux l'Égypte, les Américains, compte tenu de leur présence. Ce n'était pas le cas, évidemment, en Tunisie. Et alors, c'est pas parce que... je ne voudrais pas critiquer des ambassadeurs qui n'auraient pas visité la LTDH, parce que moi, je pensais qu'il fallait le faire pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y avait une véritable menace. Et peut-être que mon rôle a consisté, non pas tellement à changer l'attitude du régime tunisien sur la LTDH, mais peut-être, et ça les messages que je passais étaient très clairs, d'éviter l'interdiction totale de la LTDH. On n'en était pas loin, hein, vous êtes bien d'accord. Ou on aurait pu vous mettre en tôle aussi. Et c'est là où mon rôle, que j'ai joué le même rôle aussi au Tchad. Ce que je faisais au Tchad,
j'arrivais, parce que le Tchad, à mon habitude, c'était avec le fanion, sur la voiture. Et je savais qu'il y avait des menaces d'assassinat, il y a eu des assassinats. Et quand il y a des assassinats politiques au Tchad, il y a une responsabilité française compte tenu de l'importance du dispositif, à la fois de sécurité militaire. Eh bien, je me plantais avec le drapeau devant le domicile d'un grand personnage qui s'appelle Lol Mohamed Shoah, qui était président du Parlement et qui a été le président à l'intérim, qui était menacé de mort. Et ce n'est pas votre cas, là, bien entendu, mais il y avait quand même des risques très grands. Là, voilà. Alors, quand je parlais de l'amiral Langsal, c'est parce que moi j'ai lu ces télégrammes. Mais peut-être qu'il n'est pas allé suffisamment vous voir. Mais, disons, il disait à peu près les mêmes choses. Mais peut-être qu'il n'a pas souhaité, pour d'autres raisons, vous rencontrer. Bon, et je ne veux pas faire l'éloge de tout le monde. On n'est pas perfectible. Alors, pour parler de l'avenir, moi, je ne suis pas véritablement de très très près les évolutions. Je m'y intéresse, bien entendu. Ce qui se passe là en Libye, il va y avoir une situation de fait qui va se créer. Est-ce que le maréchal Haftar va aller jusqu'à Tripoli? Et moi, à mon avis, le maréchal Haftar, je sais très bien qui c'est, parce que c'est grâce à lui que j'ai été nommé ambassadeur au Tchad. Décidément. Vous voulez que je vous le raconte? Ça mérite l'anecdote. Non, ce qui est très intéressant pour la situation actuelle. Le général Haftar faisait partie de ces Libyens qui avaient été faits prisonniers par les forces tchadiennes. C'est à l'époque d'Hissène Habré, quand il y avait effectivement une pénétration qui a amené d'ailleurs une intervention militaire française pour éviter effectivement que les Libyens fassent du Tchad une espèce de protectorat. Ils avaient dépassé la bande d'Aouzou, ils avaient construit, enfin bon. Et donc, qui sont de fiers combattants, hein, les Tchadiens, eh bien, ils ont réussi à faire prisonniers des centaines et des centaines de Libyens dans des affrontements donc, au nord du Tchad. Et je crois une bonne centaine, peut-être davantage, sans que véritablement on le sache, un camp de la CIA a été créé dans la périphérie de Djamena, de la CIA. Et il y avait le colonel Haftar, qui était le principal responsable. Ils avaient été retournés par la CIA, mais on s'associe, on peut le trouver, même si on en parle assez peu. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai été nommé au Tchad? C'est parce que Kadhafi appelle Mitterrand, en lui disant, maintenant il y a l'offensive d'Idriss Déby, il va prendre la capitale, Hissène Habré a fui, donc Djamena était une ville ouverte, il y avait des pillages, et là le dispositif Périer est intervenu pour assurer la sécurité de la communauté française et l'évacuation. Il y a eu une évacuation que moi je n'ai pas organisée quand on a retrouvé le même phénomène, parce que je pensais qu'il valait mieux assurer une protection d'une autre manière. Et donc il appelle en disant, voilà, il y a des Libyens qui sont prisonniers des Américains, je veux que le CICR puisse interroger chacun des Libyens pour savoir de deux choses l'une, où ils reviennent en Libye, et je leur assure l'impunité, mon œil, c'est évident, mais enfin, bon, c'est ce qu'il avait demandé, qu'on les interroge, et sans ça, ils seront évacués par les Américains, qui étaient là avec des gros porteurs tout près. Et finalement, le délégué du CICR, qui est resté quand je suis arrivé, quelques mois après, a dit « tout a été fait pour que on ne puisse pas interroger. Il faisait marcher les moteurs, si bien que le responsable du CICR n'a pas pu véritablement interroger chacun des Libyens. Donc ils ont tous été amenés par des avions et ils ont été au Kenya et ensuite aux États-Unis. Et pourquoi je dis c'est grâce ou à cause de lui? C'est parce que Kadhafi rappelle Mitterrand et en disant l'accord que nous avions entre nous n'a pas été respecté. Et Mitterrand fait une enquête. Alors, malheureusement, et tout ça je peux le dire parce que c'est dans un livre, c'est dans le verbatim de Jacques Attali, il a raconté, et Alain Decaux, qui était mon ministre, parce que j'étais directeur de cabinet, Mitterrand, parce qu'il a appris que l'ambassadeur de France n'était pas sur place, l'ambassadeur des États-Unis, que moi j'ai connu parce qu'il est resté quand je suis arrivé, était là, et donc la représentation française n'était pas là pour assurer le respect de l'accord entre Mitterrand et Kadhafi. Et c'est comme ça qu'on a décidé de changer du jour au lendemain l'ambassadeur, et donc en catastrophe,
envoyé au Tchad alors qu'il était normalement nommé aux Émirats Arabes Unis, mais j'ai dit plutôt qu'un pays aseptisé comme Dubaï et Abu Dhabi, que peut-être le Tchad, puisque je m'étais intéressé pour des raisons d'autres un peu personnelles au Tchad, et que j'ai accepté cette mission qui a été, enfin il y a un chapitre sur le Tchad extrêmement difficile, en franco-français, et pas tellement en franco-tchadien, et c'était parce que tout le monde voulait s'occuper du Tchad, et il y avait des messages qui souvent, c'est la France-Afrique, qui étaient envoyés à Idriss Déby par des réseaux, disons, en quelque sorte parallèles, et avec l'intention de marginaliser l'ambassadeur, mais je peux vous dire qu'ils n'ont pas réussi à me marginaliser, et c'est moi, puisqu'on m'a qualifié de tueur de réseau, j'ai fait en sorte qu'ils disparaissent, parce que c'était véritablement la lieu de la République dans cette France-Afrique. Et voilà, enfin ça c'est une incidence, mais je crois que j'ai un petit peu dérivé. Pas du tout, parce que vous avez rappelé cette formule de Mitterrand qui a dit « La France a manqué à ses obligations internationales, tout ambassadeur qui se rend coupable d'une négligence grave doit perdre son poste ». Et je crois qu'il est temps de conclure. Et alors juste pour finir pour Haftar, non, parce que on ne sait pas comment les choses, mais Haftar, le risque, c'est que c'est un nouveau Sisi. Oui. Voilà, c'est ce que je pense, et que si on réfléchit à la solution politique, c'est de revenir à la confédération. Parce qu'il faut se souvenir que c'était une confédération. À l'époque, d'ailleurs, du roi, comment il s'appelait, Idriss, et après, il en a fait un État unitaire. Ces deux mondes, vous êtes d'accord, moi je ne connais pas très bien le pays, entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine, c'est une vastitude qui fait que, voilà, donc, ça va être difficile, mais le problème est de savoir quelles conséquences, évidemment, pour la Tunisie. Merci infiniment. Je crois qu'il est temps de conclure. Je vous laisse la dernière ligne. Mais non, la dernière ligne droite, c'est remercier et puis de voir tous ceux que j'ai connus, mais qui sont les anciens, parce que moi je suis aussi un ancien, qui peuvent apporter beaucoup dans l'évolution de leur propre société, et même s'il y a des jeunes générations qui apparaissent, et donc très heureux de vous avoir connu, et puis pour moi ça a été un poste, vous savez, la Tunisie, on le qualifie souvent un poste de Club Med. Ah oui, tiens, il accepte d'aller en Tunisie parce qu'il y a une belle résidence. Hein. Mais pour moi, je savais que c'était difficile, on voulait m'envoyer en Égypte. J'ai dit non, je préfère la Tunisie parce que, j'ai oublié de dire, quand j'étais directeur Afrique du Nord-Moyen, j'avais à gérer la Tunisie et avec une relation, contrairement à ce qu'on a cru, et même de la part de Jacques Chirac, je ne veux pas le défendre, il y avait une relation médiocre. Il n'y a pas de relation personnelle comme vous pouvez l'avoir Chirac avec tous les chefs d'État de la région, pratiquement tous, et pas avec Ben Ali. Donc on a un peu exagéré le fait qu'on voulait le protéger, mais parfois, à l'époque de Sarkozy, c'était différent. C'était différent. Enfin, je pourrais raconter comment on m'avait présenté le projet de discours de Sarkozy quand il visite. On l'a proposé et on parlait de progrès des droits de l'homme. Et j'avais dit ça, je ne mets pas dans le livre. Il n'y avait pas de progrès. J'ai dit, on peut ne pas en parler quand c'est une visite d'État, mais ne parlez pas de progrès. Ne parlez pas de progrès. Ça a été l'une des erreurs. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. De toute façon, la Tunisie est le plus beau pays du monde. On en est convaincu. Pour vous permettre de poursuivre les échanges avec Ivo Ben-Lamé-Suzière, on a prévu un petit verre, un petit cocktail d'ailleurs, à la médiathèque, qui va lui permettre aussi de retrouver ses amis, et puis quelques signatures de l'ouvrage, évidemment, pour celles et ceux qui le souhaitent. Voilà, bonne fin de soirée, merci. Il n'y a pas de